Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des questions que j'ai eues au test technique sur JavaScript et React. Cette fois-ci on va se concentrer sur les algos. On va s'y prendre de la même manière que lors de la précédente vidéo que j'ai faite sur les tests techniques, c'est-à-dire qu'on va passer en revue chaque question une par une et ensuite on va voir les réponses que j'ai données, les bonnes réponses que j'ai trouvées, le tout avec des démos de code. Alors les questions pratiques, qui sont essentiellement des questions d'algo, elles sont généralement très Stack Overflowables. Alors du coup vous pourriez me dire, mais Abby, à quoi ça sert de passer autant de temps à étudier toutes ces questions si je peux les copier-coller en 2 secondes? Alors j'ai plusieurs arguments à vous opposer à ça. D'une part, vous n'avez pas envie de comprendre le cœur du métier dans lequel vous vous engagez? D'autre part, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, moi j'ai, après mes tests techniques, eu un recruteur où l'équipe de dev m'a invité, suite au test, à un entretien oral pour pouvoir comprendre comment j'avais répondu à chacune des questions. Alors croyez-moi, là vous avez vraiment envie de piger ce que vous avez écrit. D'autre part, bis, devinez quoi? Qu'est-ce qui est plus rapide que de trouver une réponse sur Stack Overflow? C'est de la trouver déjà toute prête dans votre cerveau? La rapidité, elle est d'autant plus clé que parfois, comme les questions que moi j'ai eues sur Skill Value, le score que vous obtenez pour chacune des questions dépend aussi de la vitesse à laquelle vous avez répondu. Je ne vous dis pas de ne pas Stack Overflower les questions. Comme je vous l'ai dit, moi-même, je les ai Stack Overflowées à fond. Et c'est tout à fait naturel quand vous ne connaissez pas la réponse à la question, quand vous êtes paralysé par le stress, quand vous voulez vous assurer de répondre le plus vite et le plus efficacement possible. Le but premier des tests, c'est encore de collecter un maximum de points. Ce que je veux vous dire, c'est que ça peut vous être bénéfique d'accumuler des points en amont pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Et d'ailleurs, si vous avez Stack Overflowé vos questions, si vous les avez copié-collé de là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à l'issue du test, vous pouvez vous noter toutes les questions sur lesquelles vous êtes tombé, et ensuite repasser sur les réponses déjà vous-même de votre côté et vous assurer d'avoir vraiment bien compris. De cette manière-là, si le recruteur vous interroge sur les questions, eh bien vous serez en mesure de pouvoir lui expliquer beaucoup plus en détail comment vous vous êtes prêt. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est des copies d'écran pendant votre test et puis voilà, stocker toutes vos copies par la suite. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas, clairement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis là et que je suis capable de vous présenter les questions sur lesquelles je suis tombée. Sinon, par rapport au mode de réponse aux questions d'algo, je me souviens que sur plusieurs questions, j'avais la possibilité de tester ma réponse avant de la soumettre définitivement. Et ça, c'était plutôt chouette. Alors, place aux questions maintenant. La première question que j'ai eue, ça a été trouver le chiffre le plus grand dans le tableau. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu le réflexe Stack Overflow. Et la réponse que j'ai trouvée réside ici. Alors voilà, dans une question que j'ai dû trouver, je crois, sur YouTube en tapant biggest number array JavaScript. Et c'est sûrement la première réponse sur laquelle je suis tombée. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de réponses et celle que j'ai retenue, c'est une réponse avec reduce qui est celle-ci. Voilà, exactement celle-ci. Je vais l'agrandir pour que vous voyez bien. Alors on va la décortiquer ensemble. Donc là, vous avez un tableau tout à fait classique, 1, 2, 3, 4, voilà, très ordinaire. Et sur ce tableau-là, on va appliquer la fonction reduce qui va nous permettre de trouver le chiffre le plus grand. Alors, comment s'explique la fonction de rappel ici qu'on passe à reduce? Donc on va prendre en fait x ici, ça va correspondre à la valeur de départ au moment où on itère sur une itération donnée du tableau. Et y, ça va être la valeur qui suit. L'instruction qu'on donne dans la fonction de rappel, c'est de retourner une valeur en fonction de quoi? Si x, donc la valeur de départ, est supérieure à y, la valeur qui suit, alors on retient x, sinon on retient y. Et ensuite, on recommence à itérer sur le tableau pour comparer la valeur retenue ici avec celle qui suit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait bouclé sur tout le tableau.
Donc là, typiquement, sur 1, 2, 3, 4, ce qu'il se passe, c'est qu'on va comparer notre valeur de départ qui est 1, au vu de la manière dont se présente notre fonction de rappel. On va la comparer à 2. Donc, est-ce que 1 est supérieur à 2? Non. Du coup, on tombe dans ce cas-ci, on retient 2. Prochaine itération du tableau, on compare 2 à 3. Pareil, 2 étant inférieur à 3, on retombe ici, c'est 3 qu'on retient. Et enfin, dernière itération du tableau entre 3 et 4, on fait aussi une comparaison entre les deux chiffres. On remarque que c'est 4 qui est supérieur à 3, et donc on va retenir 4, et ça va être ici largest, bien 4, qui va correspondre en fait à la valeur qu'on log. Et d'ailleurs, pour le tester, pour s'en assurer, on va tout de suite tester ce code dans la console. Donc voilà, là je le colle ici, je vais entrer, et comme vous pouvez le voir, c'est bien 4 qui apparaît ici. Alors maintenant qu'on a vu comment Reduce pouvait résoudre cet algo, pourquoi l'avoir choisi lui spécifiquement? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà Reduce, si je reviens sur mon code ici, on peut voir que c'est une des solutions les plus courtes et aussi assez facile, assez limpide à comprendre. N'oublions pas qu'on est pressé par le temps quand même, quand on est en train de faire le test. Donc clairement, c'est un argument qui a son importance. Autre chose, utiliser Reduce, ça peut être aussi une manière de se démarquer de façon positive face aux recruteurs. Et ça, je parle vraiment d'expérience parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mon recruteur m'avait dit qu'il avait vraiment apprécié le fait que j'utilise Reduce. Donc voilà. Reduce, c'est aussi dans un contexte professionnel une fonction qui peut présenter un avantage parce que du coup, comme elle est courte, elle est plus facile à lire, elle est plus facile à reviewer dans une PR, plus rapide à refactoriser, c'est plus facile aussi derrière pour des collègues de reprendre le code. Donc ça peut aussi présenter une pertinence dans ce sens-là. Et puis Reduce, ça démontre aussi une certaine capacité à utiliser une syntaxe relativement moderne de JavaScript et donc le fait que vous êtes à jour sur l'évolutivité du langage. Cela dit, il y a des désavantages quant au fait d'utiliser Reduce. Donc là, si je repars sur Stack Overflow, ici on voit une réponse qui recense les temps d'exécution de chacune des méthodes pour pouvoir trouver le chiffre le plus grand dans un tableau. On voit que Reduce prend plus de 4 millisecondes, que mat.max.apply prend 3 millisecondes, et puis une fonction faite, donc une fonction custom findMax, qui, comme on peut le voir ici, contient une boucle for, elle va prendre uniquement 1 milliseconde. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Reduce quand on voit ce genre de différence? Je pense que ça dépend de la taille du code, ça dépend des besoins. Ça peut justement être un excellent point de départ pour une discussion avec votre recruteur. Vous pouvez lui demander, lui, en fonction des besoins de l'application ou des applications de l'entreprise, ce qui est le plus pertinent à choisir. Et je pense que ça peut montrer du coup aussi à votre recruteur que vous êtes curieux, que vous aimez aussi vous challenger et que vous cherchez aussi à toujours trouver la meilleure solution. Encore une manière de se démarquer d'une manière positive pendant une candidature. Et vous, du coup, dites-moi en commentaire quelle solution vous auriez choisi et pourquoi. Deuxième question d'algo sur laquelle je suis tombée, comparer deux mots pour voir si l'un est l'anagramme de l'autre. Alors, à nouveau, on va repartir sur Stack Overflow, sans complexe. Et voilà la réponse que j'ai choisie. Une toute petite fonction, check anagramme, qui va effectuer une comparaison, parce que c'est comme ça qu'on va savoir si effectivement deux mots sont équivalents, on a une idée de comparaison, en exécutant plusieurs fonctions sur chacun des mots à comparer, qui sont donc exactement les mêmes fonctions, to lowercase, split, sort, join, et là aussi to lowercase, split, sort, join. Alors, on va reprendre cette fonction. Pareil, on va ouvrir une petite console et on va voir comment ça fonctionne. En fait, ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'on va déclarer deux variables qui vont contenir comme valeur deux strings qui seront
donc toutes les deux des anagrammes. Const word1 qui va être le mot chien et const word2 qui va être niche. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer sur chacun de ces mots-là la fonction qui va permettre de les mettre en lowercase pour s'assurer donc de pouvoir faire une comparaison exacte. Donc word1.toLowercase. Bon, c'est déjà en lowercase, hein, mais au cas où. Deuxième fonction. Donc là, l'idée, en fait, ça va être, pour pouvoir comparer l'exactitude entre ces deux strings-là, de les ordonner dans le même sens, en l'occurrence de les mettre dans l'ordre alphabétique. Pour que ce soit beaucoup plus facile, on va d'abord transformer chacune de ces strings en tableau, et ça, on va pouvoir le faire grâce à la fonction split. Et donc en argument de split, on va indiquer le séparateur entre chaque valeur du tableau, donc ça sera rien du tout, hein, parce qu'on veut que chaque lettre soit une valeur du tableau. Voilà, string vide. Troisième chose, donc, c'est d'ordonner, du coup, chacune de ces strings-là dans l'ordre alphabétique. Ça, on va pouvoir le faire avec la fonction sort. Et là, si je fais ça, je me retrouve avec un tableau, donc pour le mot chien, un tableau avec chaque lettre du mot chien qui est une valeur du tableau, et donc l'ensemble des valeurs qui sont classées dans l'ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir, c'est E-H-I-N. Et si j'applique cette même série de fonctions sur le deuxième mot qui est niche, on va se retrouver avec le même résultat, normalement la même valeur, enfin une valeur équivalente. Et voilà, vous voyez bien, c'est exactement la même chose. Donc là, on pourrait peut-être d'ores et déjà faire une comparaison entre les deux, sauf que non, on ne peut pas comparer deux tableaux juste avec un strict égal. Il faudrait pouvoir itérer sur chaque valeur. Enfin bon, c'est un peu fastidieux. On va plutôt retransformer ces deux tableaux-là réordonnés en string. Et là, ça sera beaucoup plus facile d'opérer une comparaison. Et pour ce faire, il y a une fonction qui permet de transformer en string très facilement, qui est join. Tac. Et là, comme vous pouvez le voir, notre tableau ici a été transformé en string. Et si j'en fais autant pour notre deuxième string, voilà, là on a vraiment exactement les mêmes strings. Et puis évidemment, si on comparait les deux, on n'aurait pas de problème, quoi. Et pour vous le prouver, je vais reprendre cette fonction-là qui correspond exactement à ce qu'on vient de faire. Et on va l'appliquer sur nos deux mots, chien et niche. Tac. Check anagramme. Donc là, premier argument, ça va être chien. Et deuxième, ça va être niche. Et là, on a bien un true parce que effectivement, les deux strings sont bien équivalentes. Là encore, ce qui est chouette avec cette solution-là, c'est qu'elle est courte, elle est rapide et elle est facilement compréhensible à mes yeux, donc facilement derrière explicable à un recruteur. Troisième question d'algo sur laquelle je suis tombée, retourner un booléen à l'appel d'une fonction. Donc l'instruction, c'était quoi? C'était que si l'un des deux arguments d'une fonction était égal à 1, je devais retourner true. Ou bien si la somme des deux arguments était égale à 1, je devais retourner true également. Et sinon, dans le cas contraire, il fallait retourner false. Alors cette fois-ci, j'ai pas utilisé de Stack Overflow. Je vais vous montrer la fonction que j'ai donnée en réponse. Alors, voilà la fonction que j'ai proposée à cette question-là. Check arguments, qui prend donc bien deux arguments, x, y. Donc là, vu qu'on a à retourner un booléen en fonction d'une condition, j'ai évidemment utilisé un if dans lequel j'ai étudié donc la valeur de chacun des arguments, x égale à 1, ou bien y égale à 1, ou bien x plus y strictement égal à 1. Dans ce cas, on retourne un true, et sinon on retourne un false. Et effectivement, en exécutant cette fonction, donc là par exemple je passe qu'un seul argument, ça fonctionne.
si je lui dis là 0, ça fonctionne. Si je le fais dans l'autre sens, donc là c'est y qui est égal à 0 et puis non, qui est x qui est égal à 0 et y qui est égal à 1, ça fonctionne également. Et puis si on essaie de faire une addition comme ceci par exemple, c'est égal à 1, mais si je mettais ça, du coup c'est égal à... c'est un false. Voilà, si je fais ça, c'est false. Par contre là, si je fais ça, c'est true. Alors dans l'énoncé, il n'était pas indiqué si typiquement par exemple, on a bien deux arguments. Avec là par exemple, j'ai un 1 ici. Oula, pardon. J'ai un 1 pour un des arguments, donc on est à true. Mais par exemple, là je mets un 8 et c'est toujours égal à true, alors que 1 plus 8 ça fait 9. Parce que c'est ce qui était indiqué dans l'énoncé, hein, c'était bien si donc l'un des deux arguments est égal à 1, ou bien si la somme des deux est égale à 1. Donc je suis partie du principe que si c'est un ou bien, normalement l'énoncé est respecté ici. Alors, autre question d'algo sur laquelle je suis tombée, comment supprimer les espaces en trop dans une string? Alors là, c'est le grand retour de notre ami Stack Overflow. Et voilà la réponse que j'ai choisie, une regex. Une regex, alors c'est un peu l'angoisse. Je me souviens en fait qu'au moment où on a revu cette réponse-là avec le recruteur, j'ai vraiment eu des sueurs froides. J'étais incapable d'expliquer comment fonctionnait cette regex. Je ne savais pas du tout comment elle fonctionnait. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs. Comment aborder les regex? Est-ce que c'est un apprentissage qui doit se faire dans la douleur? Enfin, si vous avez des ressources pour pouvoir aborder facilement les regex, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que je suis curieuse. Et enfin, dernière question d'algo intéressante sur laquelle je suis tombée, ça a été une question qui a porté sur un React, qui a consisté en la création d'un composant qui s'appelle list users. Et list users devait afficher, donc comme son nom l'indique, une liste d'utilisateurs en prenant en paramètre une liste d'utilisateurs, donc sous le nom de users, en props. Et si cette liste-là était undefined ou bien vide, on devait afficher comme texte aucun utilisateur, et dans le cas contraire, on devait afficher le nom et le prénom de chacun des utilisateurs dans l'ordre alphabétique. Donc là, en fait, j'ai récupérer le code que j'avais copié-collé. Enfin non, que je pouvais pas copier-coller, mais plutôt dont j'avais fait une copie d'écran pendant mon test et que je vous ai restitué là avec quelques petits changements. Attendez, je vais supprimer ça parce que c'est pas très important. Voilà. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on a bien notre composant hein, list users qui est sous forme de fonction, qui prend bien donc une props users qu'on récupère en déstructurant les props, objets props ici, dans le paramètre de la fonction. Ici, donc dans cet exemple, j'ai attribué une valeur par défaut à users et on a donc comme valeur de ce tableau-là des objets qui ont chacun donc une clé ID, une clé first name, une clé last name. Et donc l'idée, quand users a une valeur, c'est de classer chacun de ces objets-là dans l'ordre alphabétique de nom de famille. Donc c'était la petite subtilité. Alors la première chose que j'ai faite, ça a été d'opérer justement ce classement-là dans l'ordre alphabétique sur le tableau users. Donc ce que je fais, c'est comme je suis pas sûre que users existe, j'utilise l'optional chaining et là-dessus sur users, j'exécute ma fonction sort où je vais comparer les clés last name de chacune des valeurs. Donc ce que je fais, c'est que si sur la valeur de départ que je suis en train d'étudier, donc par exemple ici ça va être la première, je vais regarder la valeur de last name qui va être Ngwe. Et si donc cette valeur-là apparaît dans l'ordre alphabétique avant la valeur qui suit,
alors je vais la positionner avant dans mon tableau et sinon je la positionnerai après cette valeur-ci qui va être la deuxième valeur à laquelle je la compare. Donc là, par exemple, pour cette première itération de tableau, Ungwe, évidemment, ça commence par un N, donc ça apparaît après Berry. Donc mon tableau va se réordonner avec Berry en premier et puis Ungwe en deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir itéré sur l'ensemble du tableau, de manière à ce qu'on se retrouve avec un ordre Berry, Dupont, Ungwe. Donc après ça, je passe à la partie markup de mon code. Donc ce que je dois afficher. Et évidemment, je vais faire un affichage conditionnel. Donc là, je me rappelle que j'avais fait le choix des opérateurs logiques. Donc dans le cas où users est nul ou bien undefined, ou bien qu'il y a une length qui est égale à 0, on affiche aucun utilisateur. Donc là aussi, je tire parti de l'optional chaining pour pouvoir adopter une syntaxe plus courte, plutôt que de faire bang users et un bang users.length. Voilà, là j'ai directement cette syntaxe courte. En revanche, donc si users a une valeur, alors je vais afficher grâce à un map chacune des valeurs de users, qui est donc ordonnée, comme on l'a fait un peu plus tôt, au sein d'une liste. Voilà, avec un ili ici. Donc du coup, derrière, si on fait un test pour voir ce que ça donne, voilà. Ici, comme on l'a vu là, users a bien une valeur, qui est ce tableau-ci. Donc on tombe dans ce cas-ci, pour ce qui est du markup. Et effectivement, on a bien chacune de nos valeurs de users qui est affichée ici à l'écran, et ce, dans l'ordre alphabétique, Berry, Dupont, Ungwe. Si par exemple, je décide de faire de users, de transformer la valeur de users pour que ce soit désormais un tableau vide, comme ceci, j'ai bien aucun utilisateur qui apparaît parce qu'effectivement, vu que user c'est désormais une liste vide, on tombe bien dans ce cas précis où users n'a pas de length. Et puis pareil, donc si je veux faire de users une variable qui est undefined, bon là je lui attribue même pas de valeur. Et là, vous voyez, le code a été relancé et on voit que c'est toujours aucun utilisateur qui apparaît puisqu'effectivement, grâce au bang ici, je vais étudier si users n'a pas de valeur. Et voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis vraiment contente de vous avoir proposé cette mini-série focalisée sur les tests techniques parce que c'est un point d'orgue dans les candidatures. J'espère que ce contenu vous sera utile et si c'est le cas, likez, partagez, commentez et puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.